Nous revoilà pour la deuxième et dernière vidéo de cette séance consacrée à l'analyse d'une information que nous menons dans le cadre de notre projet média. Vous avez, dans la vidéo précédente, découvert deux médias qui s'emparaient d'une même information. L'information en question, elle concernait des suicides survenus au Japon et des suicides en particulier dus au report de la sortie d'un jeu vidéo. Ça se passe en 2004. Le premier article que vous avez lu, au moins pour partie, est publié le 1er novembre par Libération et le second média que vous avez eu l'occasion d'entrevoir, c'est un extrait du journal télévisé de France 2, daté lui du 21 novembre, donc 20 jours plus tard. Le jeu vidéo en question, Dead or Alive, dont je reproduis ici la jaquette, aurait donc, parce qu'il aurait été reporté, provoqué le suicide, et c'est aberrant et tragique bien évidemment, de 147 collégiens et lycéens japonais qui auraient absorbé des poches en silicone. Je vous propose maintenant de découvrir le premier média qui a relayé cette information tragique. Et j'en fais la lecture. Dead or Alive Online repoussé au Japon par Ed Warner. La nouvelle a provoqué un drame au pays du soleil levant. 147 otaku se sont suicidés gobant des poches de silicone pour protester contre ce report de la part de Tecmo. Le jeu de baston online de Tecmo est ainsi repoussé à l'été. Il semble que Tecmo veuille peaufiner le code réseau du jeu pour qu'on n'ait pas à souffrir d'infâmes lags qui pourraient affecter le mouvement mammaire des combattantes. Il va sans dire que le pack Xbox Kazumi-chan est lui aussi repoussé, et on me signale à l'instant que les fanas d'import qui avaient précommandé la bête viennent d'être retrouvés pendus avec un soutif géant. Nouvelle parue sur le site Xbox Mag le 4 mars 2004. Alors, vous l'avez compris, Libération a lu un petit peu rapidement l'information en question, a pris pour argent comptant ce qui n'était évidemment qu'une vaste plaisanterie. Personne n'est mort ni pendu à un soutif géant, ni en avalant des pastilles de silicone. À première vue, c'est plutôt drôle. Ou alors, c'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout parce que ce que vous venez de voir, ce dont vous venez de faire d'expérience, pose la question de la déontologie journalistique. Déontologie journalistique, pourquoi? Bien parce que le journaliste est celui qui nous informe et que la question de cette déontologie est cruciale dans la mesure où nous devons pouvoir faire confiance à ceux qui nous informent, sans quoi nous ne pouvons que nous mettre à douter de tout et tout le temps, au risque évidemment de douter aussi de ce qui est juste, de ce qui est pertinent, de ce qui est vrai, et de laisser la porte ouverte évidemment à toutes les théories complotistes. Puisque la déontologie du journaliste est fondamentale, il existe un texte qui la régit et qui s'appelle la Charte d'éthique professionnelle des journalistes. Voici un extrait que je ne vais pas lire intégralement évidemment de la charte du journaliste. Et vous voyez que cette charte est extrêmement précise et commence par ces mots: c'est dans ces conditions qu'un journaliste digne de ce nom tient l'esprit critique, la véracité, l'exactitude, l'intégrité, l'équité, l'impartialité pour les piliers de l'action journalistique. Tient l'accusation sans preuve, l'intention de nuire, l'altération des documents, la déformation des faits, le détournement d'image, le mensonge, la manipulation, la censure et l'autocensure, la non-vérification des faits pour les plus graves dérives professionnelles. Je m'arrête là, vous lirez la suite de la diapositive si vous le souhaitez. Ce sur quoi j'attire simplement votre attention, c'est ces deux longues énumérations qui se font suite, l'une qui met l'accent sur l'importance qu'il y a pour le journaliste à vérifier ses sources et à s'en tenir à la véracité, à l'exactitude, et l'autre des énumérations met l'accent sur l'importance de ne pas faire d'articles à charge. Nous reviendrons sur ce code de déontologie ultérieurement, sans doute lors de la prochaine séance pour laquelle nous devrions vous réserver une petite surprise. Ce que l'on peut dire tout de même face à cette charte, c'est que le journaliste de Libération comme le journaliste de TF1 ont manqué à leur devoir, à leur éthique professionnelle. On peut donc s'attendre à ce qu'ils aient été sanctionnés. Sauf que la déontologie du journalisme est définie par deux textes de référence, dont l'un a été approuvé
par les syndicats de journalistes des 6 pays membres de la CEE en 1971, plus ceux de la Suisse et de l'Autriche. Ce texte s'appelle la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes. Et l'autre texte a été rédigé en 1818 par le Syndicat national des journalistes, modifié en 1938 et en 2011, qui se nomme la Charte d'éthique professionnelle des journalistes. S'il y a 2 textes de référence, c'est donc qu'il n'y en a aucun. Ce d'autant plus que certaines sociétés de presse ont rédigé leur propre charte maison. Ce qui veut dire qu'en réalité, il existe une multitude de codes déontologiques journalistiques. Ce qui veut dire surtout réellement qu'il n'existe pas de code officiel pour légiférer sur la déontologie du journaliste. Et donc, les règles de déontologie sont dans le journalisme essentiellement déclaratives. Elles ne sont sanctionnées par aucune juridiction. Le journaliste de Libération, qui lit rapidement et prend pour argent comptant une plaisanterie publiée sur un site internet, comme le journaliste de TF1 qui reprend l'information, ont donc commis une erreur, mais ne sont en l'état absolument pas sujets à des sanctions. La question qui se pose, c'est comment on fait pour savoir? On ne peut pas douter de tout et on ne peut pas être crédule non plus à l'extrême. Donc ça veut dire qu'il faut simplement que nous prenions l'habitude, que vous preniez l'habitude de vérifier quand vous trouvez une information, quand vous lisez une information, quand vous entendez une information. Alors comment on fait pour vérifier la crédibilité, la fiabilité d'une information? Eh bien la première étape, c'est évidemment de se poser la question de la fiabilité de la source. Il est bien entendu qu'une information qui est publiée sur le site d'un gouvernement, d'un média de presse, d'une université, d'un expert reconnu, etc., sera spontanément, sans doute, considérée comme plus fiable qu'une information publiée sur un réseau social sans signature et sans source. Pour connaître les origines d'un document, parce que la difficulté qui se présente parfois à vous, à nous, c'est le fait que le document est relayé par les réseaux sociaux sans présenter obligatoirement ses sources. Pour retrouver ces sources, il existe un outil qui s'appelle Decodex, qui se trouve sur le site du Monde. Je vous ai mis l'adresse sur la diapositive et qui vous permet en quelque sorte de remonter l'historique d'un document, de voir d'où il vient. Évidemment, tous les documents qui circulent sur Internet ne figurent pas sur Decodex et c'est bien pour cela que je suis contrainte aujourd'hui de vous proposer une multitude d'outils de façon à ce que vous puissiez vérifier par plusieurs biais en espérant que l'un d'eux saura vous donner la réponse à votre question. Deuxième étape pour vérifier la fiabilité d'une information, c'est confronter les sources. Si l'information est diffusée par une seule source fiable, elle est évidemment moins plausible ou moins probablement plausible que si elle est diffusée par plusieurs sources fiables. En clair, une information qui n'est relayée que par un média, puis diffusée sur les réseaux sociaux, a de grandes chances d'être moins fiable qu'une information qui a été diffusée sur plusieurs grands médias. Troisième possibilité, c'est d'utiliser le site hoaxbuster.com, site qui est consacré au dépistage des fake news. Vous avez également dans la même catégorie vrai ou fake sur le site de France TV Info qui rassemble des contenus produits par les plus grands médias français. Et vous avez enfin dans la même catégorie le site factuel qui dépend de l'AFP, l'Agence française de presse, qui présente quant à lui des conclusions vérifiées sur un certain nombre d'informations qui circulent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et avant de vous présenter mes points 4 et 5, je vous propose de vous montrer l'utilisation de 2 de ces sites. Nous voilà donc face au site Hoaxbuster, dont vous voyez l'adresse en haut de mon écran, de votre écran donc, et vous voyez que j'ai fait une recherche sur ce site à propos de nos 147 adolescents japonais suicidés en gobant une poche de silicone. Alors, je m'excuse par avance pour la jeune femme très dénudée qui s'est invitée sur mon écran et sur le vôtre par la même occasion. Je suppose que c'est une illustration du jeu vidéo en question. Et vous voyez qu'en faisant une recherche sur ce site, je tombe sur l'historique de
cette farce qui a été relayée par les grands médias français. On commence par l'article original, ensuite l'article de Libération, ainsi que le mea culpa du journal que vous pouvez lire ici, qui a été fait quelque temps plus tard. Et le site, systématiquement, donc je vous laisserai consulter l'article si cela vous amuse, le site systématiquement vous proposera un classement de la probabilité pour que l'information soit vraie ou fausse. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit point vert sur les trois possibles. Le petit point vert étant ici attribué à l'information, non pas parce qu'il est un peu vrai que 147 adolescents japonais se soient suicidés en gobant des poches de silicone, mais parce que les articles, les médias avaient quand même un fond de vérité puisqu'ils abordaient un vrai problème de société au Japon. Voilà pour le site Hoaxbuster. Je voulais vous montrer également le site factuel de l'AFP qui a le mérite de proposer des analyses, des informations qui circulent en temps réel. Vous avez par exemple ici une information qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps, le mois dernier, sur le fait qu'il y aurait eu en 2019 plus de morts en France qu'en 2020, donc la Covid c'était quand même une blague énorme, disaient les gens qui partageaient cette information. Or ici, ce que vous trouvez sur le site de l'AFP, c'est non seulement effectivement l'information qui a circulé, mais également toutes les raisons qui montrent que c'est absolument faux. Et vous avez notamment des liens vers les articles qui peuvent être consultés, soit pour consulter la fake news en question, soit pour vérifier qu'il s'agit bien d'une fake news. Donc vous avez ici systématiquement une analyse assez poussée de la situation et des raisons pour lesquelles on a pu se méprendre sur des chiffres ou bien les failles dans lesquelles se sont engouffrés des gens dont les intentions étaient sans doute un petit peu malveillantes. J'en reviens aux différents moyens de vérifier une information qui circule dans la presse, dans les médias plus généralement, sur les réseaux sociaux. S'il s'agit d'une image que vous voulez vérifier, les sites précédents ne seront pas pertinents. Alors pour trouver des informations concernant une image, il existe un outil qui est extrêmement efficace, il s'agit de Google Reverse. C'est sans doute l'outil le plus simple à utiliser, il en existe beaucoup d'autres, parfois même très techniques, qui vous permettent de savoir s'il y a eu ou non des manipulations d'images, mais ils sont souvent très difficiles à utiliser. Google Reverse, au contraire, est très simple. Vous avez une barre de recherche, à côté de celle-ci, vous avez un petit appareil photo, vous cliquez dessus et vous importez une image. Cette image importée va être analysée et on va vous proposer tous les endroits où cette image a été publiée. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de voir si effectivement l'image en question n'aurait pas été sortie de son contexte. Dernier outil que je veux vous présenter parce qu'il permet d'aller chercher des informations à propos de vidéos et qu'il est extrêmement efficace, c'est YouTube Data Viewer. Je vous montre tout de suite. Nous sommes ici face à une vidéo qui a été largement relayée par les réseaux sociaux il y a 4 ans maintenant. Je vous propose de regarder cette vidéo. Elle concerne un couple parti en safari et qui vient de tuer un lion. Je vous propose de regarder la vidéo et ensuite je vous montre comment on l'exploite. Down the camera. Right, I've left the camera running, so we'll get a few shots here for the wall at home, huh? Oh, he looks great on the wall. No, that's good. Hey, that was a really good shot, Princess. No, good. Best one we've had all season. Oh, really? Yes, absolutely, yeah. No, at least 200 kgs. Huh? God, he's gonna lose his mind over this. Not so big now, eh, No. pussycat? Right, okay. Let's take one of these, huh? Get your guns out. Oh, these That's ones? it. Yeah, these ones, yes. That's it. Oh, go, pump them. That's it. Are you gonna work on this? Oh, buddy? come on. Right, But then let this me... needle to it. Yeah, well. Right, I'll just check the camera, yeah? Okay. That's right. Okay, good stuff.
Voilà pour cette courte vidéo. Donc le lion, ou en tout cas, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, l'un des siens, vient venger finalement la bête assassinée un peu plus tôt. Vrai ou pas vrai, comment est-ce que l'on peut savoir? Vous voyez que j'ai sur mon ordinateur téléchargé un petit outil. Et cet outil s'appelle InVid. C'est un plugin, vous pouvez l'installer dans votre navigateur, en tout cas sur PC. Je ne sais pas si ça fonctionne sur téléphone, c'est à vérifier. Donc, je vais simplement copier l'adresse de ma vidéo et ouvrir InVid. Quand l'outil est ouvert, je vais dans Analyse et je vais, vous voyez comme on m'y invite, coller l'adresse de ma vidéo. Et je lance la recherche. Comme vous pouvez le constater, vous avez accès avec cet outil au titre de la vidéo, à la description de celle-ci, au nombre de vues. Donc, vous pouvez voir que cette vidéo a effectivement été amplement diffusée puisqu'elle est vue plus de 18 millions de fois, le nombre de j'aime, le nombre de je n'aime. Vous pouvez voir que le contenu est sous licence, c'est-à-dire qu'il appartient à quelqu'un. Vous pouvez voir également le nom de la chaîne, etc. Et vous pouvez voir les commentaires. Vous voyez qu'il y a un nombre de commentaires important et je vais m'intéresser à cette ligne, nombre de commentaires pour vérification. Je vais cliquer sur les commentaires de vérification et vous voyez ici apparaître tous les commentaires qui apparaissent et qui se prononcent sur la crédibilité de la vidéo. Et vous voyez très rapidement ici que la grande majorité des commentaires évoquent une fake news, ce qui est quand même un indicateur, d'autant plus que les commentaires, évidemment, ne datent pas tous du même moment. Vous avez vu que la vidéo était postée en 2016 et qu'il y a des commentaires de 2018. InVid vous propose d'autres choses encore. Il vous permet notamment d'aller voir le détail de la vidéo et vous avez ici la possibilité d'utiliser une loupe. Cette loupe, elle vous sert à voir s'il n'y aurait pas dans l'image des détails qui montreraient très clairement qu'il s'agit d'un montage. Nous en avons terminé avec ce que je souhaitais vous montrer ce matin. Maintenant, à vous, maintenant au travail. Mais évidemment, je sais que vous avez déjà travaillé, que c'est déjà du travail, tout ce qui précédait. Mais maintenant, un travail que vous faites vous-même, parce que c'est quand même tellement plus intéressant et pour vous et pour moi. Je vous invite à vous rendre tous sur Teams. Vous savez d'ores et déjà ce que vous avez à faire, c'est-à-dire finaliser les articles que vous avez commencés en leur donnant la forme d'une affiche que l'on pourra mettre dans le hall dès la semaine prochaine. Au moins l'un de mes deux comparses, si ce n'est mes deux comparses, vont passer vous voir. Je me permettrai de ne pas le faire simplement parce que je suis occupée par ailleurs et que je ne peux pas me rendre disponible. Je vous laisse entre de bonnes mains, je vous laisse très occupée. Je vous souhaite une excellente journée.